ce Facebook Live de ce samedi 21 avril. C'est donc le 3e épisode de cette série consacrée à la mission que le Premier ministre m'a confiée le 19 janvier dernier et qui portait sur 4 points concernant les Français hors de France. Et donc il s'agit aujourd'hui, nous allons parler de simplification des démarches administratives. Donc je vous rappelle, je me représente, Anne Jeuneté, députée de la 11e circonscription des Français à l'étranger. Je fais ce Facebook Live aujourd'hui depuis mon bureau de l'Assemblée à Paris. Immédiatement après ce live, je rejoindrai l'hémicycle pour la suite du débat sur le projet de loi Asile, Immigration, Intégration. Un sujet sur lequel je reviendrai d'ailleurs dans la vidéo de la semaine que je ferai aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui donc, ce 3e épisode, la semaine dernière nous avions parlé de protection sociale, la semaine précédente encore nous avions parlé de fiscalité et aujourd'hui je viens donc vous parler de la simplification des démarches administratives. Plus généralement, derrière ce concept, on voit bien qu'il s'agit de réfléchir à comment on peut accéder à nos services publics. Alors les services publics, quand on est un Français hors frontières, on pense tout de suite au consulat, évidemment, mais en réalité, les consulats ne sont pas les seuls services publics auxquels nous avons besoin d'accéder. Lorsque nous sommes Français, nous avons aussi besoin d'accéder à des services publics qui se trouvent en France. Ça peut être, par exemple, le service des impôts, soit que ce soit celui des non-résidents situés à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, soit que ce soit une trésorerie locale, parce que nous avons un bien immobilier pour lequel nous avons à régler une taxe d'habitation ou une taxe foncière. Ça peut être également un service public, toujours si nous avons un bien immobilier de type, un opérateur de l'État, ça s'appelle, de type fournisseur d'électricité, fournisseur de gaz. Ensuite, ça peut être des acteurs privés, les fournisseurs de téléphonie, d'internet. Ça peut être aussi une préfecture, si on a un problème de permis de conduire. Ça peut être la poste. Ça peut être, enfin, beaucoup de services publics auxquels nous pouvons avoir besoin d'accéder depuis l'étranger. Un point d'ailleurs, parce que je viens juste de le citer, la poste. Je voudrais juste signaler un service, je suis désolée, ça fait un peu publicité, mais là je me sens quand même un peu obligée d'en parler. Nous avons parfois besoin, je vais y revenir là, d'envoyer en France, notamment dans nos relations avec nos services publics ou nos opérateurs d'État, nous avons besoin d'envoyer parfois des lettres en recommandé avec accusé de réception. On sait qu'il existe un recommandé international, ça fonctionne plus ou moins bien, et je peux déjà vous dire que pour avoir discuté par exemple avec les caisses de retraite, beaucoup d'entre elles n'acceptent pas les recommandés internationaux. Ce qui pose quand même problème. Et en réalité, il existe un service dont je voulais vous parler, la Poste française, sur son site internet, vous propose de créer un compte. Et à partir de ce compte, vous pouvez envoyer un recommandé par son intermédiaire. C'est-à-dire que vous allez utiliser des documents qui sont en PDF, que vous téléchargez sur votre espace personnel de la Poste. La Poste en France va récupérer votre demande, va imprimer vos documents et va faire un recommandé français classique. Et du coup, vous avez la possibilité ainsi d'envoyer un recommandé français et non pas international. Ça change la donne. Reste ce problème que certains d'entre vous ont peut-être pointé du doigt, qui est que lorsque vous envoyez un document PDF, on va vous dire « Ah, c'est pas un original ». Alors, je vais tout de suite en parler parce que dans le cas de la simplification des démarches administratives, il faut me parler un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un original ? J'ai discuté avec plusieurs intermédiaires pour leur dire, si vous prenez un document PDF ou si vous prenez un document papier, lequel des deux est le plus falsifiable ? À chaque fois, ils vont me dire « Ah, c'est le PDF ». Parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec Photoshop, bien sûr. Et après, je leur dis, vous en faites quoi de votre PDF? Ah bah, il est faux. Ah, je dis oui. Mais vous avez conscience que vous pouvez l'imprimer. Et que si votre imprimante est de bonne qualité, ça sera toute ressemblance avec un original. Donc, un PDF
numériser un document numérisé ou un document papier, ça a la même valeur. La seule chose qui peut faire la différence, c'est si sur un document papier, votre administration de départ met ce qui s'appelle un tampon sec. Vous savez, c'est ces tampons qui font une gravure dans le papier. Hein, là, on peut voir que c'est un original. Mais ça va disparaître petit à petit. On va petit à petit en venir uniquement aux documents numérisés. Donc, j'essaye de discuter, je n'ai pas obtenu gain de cause. Je pense notamment, encore une fois, je vais les citer plusieurs fois aujourd'hui, aux caisses de retraite, qui sont arc-boutées sur leurs documents papier. Je ne lâcherai pas le combat. Je vais y revenir. Donc, la simplification des démarches, il s'agit soit de se poser la question de comment je peux accéder à mes consulats, mon consulat, ou comment puis-je accéder à mes services publics en France. Je vais d'abord parler, dans un premier temps, des consulats. Les consulats, on y va, en général, pour nous qui sommes français, nous allons dans nos consulats pour quelles raisons? On y va pour s'inscrire, alors même pas pour s'inscrire au registre des Français à l'étranger, puisque aujourd'hui, le registre des Français à l'étranger, nous pouvons nous y inscrire entièrement en ligne. C'est dématérialisé, c'est fait. Sachez simplement derrière, une fois que vous avez saisi vos informations en ligne, sachez que les consulats vont traiter votre demande manuellement pour faire des vérifications et voir si le passeport est bon. Ils vont essayer de déceler s'il n'y a pas un faux dans vos documents, s'il n'y a pas une incohérence dans les éléments que vous aurez transmis. Donc il y a toujours une partie de vérification manuelle. Il n'est pas possible pour le moment d'envisager un outil qui permette d'entièrement automatiser la procédure. Nous pouvons également aller dans un consulat pour faire refaire un passeport, pour déclarer une naissance, pour déclarer un mariage. Alors pour un mariage, il y a plusieurs solutions. Soit il s'agit du mariage de deux Français entre eux qui résident dans un pays tiers, et là le mariage peut être célébré dans le consulat, ou bien il s'agit de deux personnes dont un est français mais l'autre n'est pas de nationalité française, et là il n'est pas possible au consulat de marier ces personnes. Ces personnes doivent se marier dans le pays où vous résidez, et ensuite l'acte de mariage local sera transcrit dans le droit français. Ça c'est important, sinon votre mariage en France n'existe pas. Et cette transcription se fait au consulat. Donc ça s'appelle donc la transcription d'un mariage. Ça peut être aussi la transcription d'un acte de naissance. Même chose, un enfant est né dans un pays, on vous a remis un document, un certificat de naissance que vous allez présenter au consulat. Sachez que vous avez 30 jours pour le faire. Au-delà de 30 jours, c'est une procédure sensiblement différente. Il vaut mieux le faire dans les 30 premiers jours. J'ai un tout petit doute en vous parlant sur les 30 jours, mais je crois que c'est 30 jours. Voilà l'exemple de formalité que nous pouvons faire au consulat. Nous pouvons, au consulat, je suis en train de faire la liste des formalités, c'est principalement ça. Et vous voyez que lorsque nous vivons dans un pays, si nous n'avons pas de naissance dans notre famille, de mariage, de divorce, de décès, nous avons juste à aller au consulat pour renouveler notre passeport. Sachez aussi que même si les empreintes biométriques sont censées ne pas bouger avec la vie, quoique les empreintes biométriques, sachez que les empreintes digitales peuvent disparaître sous l'effet de certains traitements anticancéreux notamment. Donc les empreintes biométriques seront toujours reprises tous les 10 ans lorsque vous refaites votre passeport. Et il est préférable, il est plus simple dans la procédure, sachez aussi, de refaire un passeport avant sa date d'échéance plutôt qu'après. Après, ça demande un peu plus de documentation. C'est la loi qui le veut, ce n'est pas nos consulats qui font des petits caprices, c'est la loi qui est ainsi écrite. Donc voilà les formalités que nous pouvons faire. Nous pouvons maintenant, nos consulats font d'autres démarches pour nous. Certains consulats, très très peu dans le monde, font encore des actes notariés, mais ces actes notariés posent problème, car sachez que voilà comment ça se passe. Vous avez par exemple la possibilité d'acheter une maison en France, ou bien votre famille vend un bien immobilier dans lequel vous êtes aussi en indivision. Il y a un acte notarié, il faut que vous soyez présent à l'acte. Vous habitez à des milliers de kilomètres, c'est difficile pour vous de vous rendre en France le jour de la signature chez le notaire, où en France on exige encore une présence physique des personnes qui doivent être présentes à l'acte. Eh bien, le notaire peut envoyer les documents, il les a préparés, il les envoie au consulat, et le consul, vous vous présentez devant le consul vous fait signer ces documents. C'était possible dans la plupart des consulats, et cette activité va diminuer pour disparaître totalement. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que c'était un service que ça nous rendait.
En réalité, ce qu'il se passe, c'est que même si le notaire a rédigé entièrement le document, à partir du moment où le document est signé par vous devant une autorité, en l'occurrence un consul, le consul devient responsable de ce qui est écrit dans le document. Le notaire n'est pas infaillible. On peut avoir un notaire quelque part qui se trompe. Même s'il s'est trompé, ce n'est pas lui le responsable, c'est le consul qui a fait signer. Or, le droit change vite, il devient parfois de plus en plus compliqué et les consulats, et là je les défends, ne peuvent plus endosser la responsabilité d'actes qui ne seraient pas tout à fait conformes au droit. C'est rare, vous me direz, c'est vrai, mais le risque est trop grand, vraiment trop grand, il est démesuré par rapport à l'enjeu. Donc, il est important que nos consulats se retirent de ces actes notariés, c'est ce qui se fait petit à petit. Et il faut dire aussi que les actes notariés, pour beaucoup, il y avait quelques actes du type que je vous ai cité, les transactions immobilières, mais il y a beaucoup de successions dans des pays avec des montants de succession qui sont suffisamment importants pour qu'on puisse considérer que les personnes peuvent rentrer en France, signer l'acte de succession. Donc voilà, les actes notariés, une activité qui va disparaître et il faut pour ça la soutenir. Une autre activité que faisaient nos consulats qui va hélas disparaître pour des questions de budget parce que nos consulats n'ont plus les moyens, c'est la journée de citoyenneté et de défense, la JCD, ou JDC, journée de défense et de citoyenneté, ça doit être dans ce sens-là, JDC. C'est vraiment dommage que cette activité disparaisse, mais là vraiment c'est une question de moyens. J'étais à Abidjan. Nous avons des militaires présents français sur place, des militaires impliqués que la JDC intéresse, et du coup sur un mode tout à fait volontaire, non obligatoire, ils organisent une JDC pour certains de nos jeunes ressortissants en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a absolument pas de militaires français, il n'y a pas la possibilité d'organiser cette journée dans de bonnes conditions, qui soient un peu conformes à l'esprit. Cette journée, elle est là pour parler défense et citoyenneté. Parler défense sans du tout représentant de l'armée, vous comprendrez que c'est quand même un peu bancal. Donc ça pose souci. Ensuite, nos consulats étaient très perfectionnistes et s'attachaient à essayer de joindre tous les jeunes Français de la zone dans laquelle ils se trouvaient. Or, tous ne sont pas inscrits au consulat. Ça leur demandait un effort considérable d'essayer de joindre tout le monde. Pour toutes ces raisons, de budget, de temps, de non-présence militaire, il a été décidé de supprimer cette journée de défense et de citoyenneté dans l'ensemble de nos consulats, sauf de façon tout à fait exceptionnelle, comme ça peut être le cas en Côte d'Ivoire. Bon. Tant pis, c'est dommage. Moi, je le regrette parce que je pense que c'est une journée très pertinente. Sachez quand même que nos jeunes qui sont à l'étranger peuvent faire cette journée en France lors d'un séjour. De mémoire, je crois que c'est la zone militaire de Perpignan qui s'occupe de nos jeunes à l'étranger, à vérifier. Voilà, ça fait moins partie du sujet mobilité, mais c'est important de comprendre comment nos jeunes peuvent néanmoins se rattacher à cette journée s'ils le souhaitent. Il n'empêche que nos consulats, dans les formalités qu'ils font le recensement de nos jeunes de 16 ans. Et là, dans le côté simplification, j'ai prévu de rencontrer des gens de l'INSEE. L'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique en France, qui est l'organisme qui, à la naissance, attribue à chaque Français un numéro. Vous savez, celui qui commence par 1, suivi de l'année de naissance, si c'est un homme, et à 2, suivi de l'année de naissance, si c'est une femme. Eh bien, ce numéro est attribué à la naissance. Et en France, tout jeune, lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, reçoit automatiquement à son domicile son numéro INSEE. Ceci n'est pas le cas pour nos jeunes qui sont enregistrés sur nos consulats. Je considère que c'est tout à fait anormal et donc je vais rencontrer des personnes de l'INSEE pour leur demander qu'à partir de le plus vite possible, ce numéro INSEE soit envoyé aux jeunes Français qui atteignent l'âge de 16 ans et qui sont inscrits dans nos consulats à l'adresse donnée. C'est pour ça que là j'insiste auprès de vous tous, auprès de nos conseillers consulaires qui peuvent être présents sur ce live, sensibiliser nos Français au fait qu'on peut résider dans un pays et puis s'inscrire au registre. On s'inscrit tous les 5 ans, puisque l'inscription est valable 5 ans. Entre les deux, on déménage. Signalez votre déménagement. Ça se fait en ligne, c'est très rapide. Signalez-le, sinon, si vous avez un jeune de 16 ans, eh bien là, ça va être envoyé à l'ancienne adresse. S'il n'y a pas de suivi, il n'aura jamais son numéro INSEE. Et là, pour le coup, demander un numéro INSEE, une fois qu'on a dépassé l'âge de 16 ans,
je vais dire, pour le moins c'est sportif, mais c'est plutôt cauchemardesque. Voilà, pour être tout à fait franche. Donc ça serait bien que lorsque vous déménagez, vous puissiez signaler au registre de façon à ce que si vous avez un jeune de 16 ans, si la mesure que je demande est appliquée, ils puissent recevoir leur numéro INSEE en direct chez eux. Voilà, donc je vous ai parlé de la simplification dans nos consulats. Alors, un point important, un point très très important. Un certain nombre de nos consulats, vous savez, nous avons nos consulats dans les capitales et puis nous avons des consulats généraux ou des consuls honoraires, ça c'est encore une fonction un petit peu différente, qui sont dans des provinces du pays où vous résidez. Certains de ces consulats, notamment les consulats généraux, sont habilités à faire les mêmes formalités que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hélas, pour des questions de budget, pour des questions d'effectifs, un certain nombre de nos consulats généraux, pour dans un premier temps réduire leurs effectifs, pour finir par pratiquement les fermer, ou ils gardent une fonction diplomatique, de représentation diplomatique, économique, culturelle, mais ils suppriment la fonction consulaire. Je vais donner un exemple. La ville de Kyoto, au Japon, a un consulat général, avec un consul général, avec un certain nombre d'employés. Un employé, là prochainement, qui s'occupait de toutes les administrations consulaires, c'est-à-dire notamment les passeports. Cette personne et les certificats d'existence pour les personnes retraitées, cette personne arrive au bout de son contrat et le contrat ne sera pas renouvelé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une nouvelle personne pour venir sur ce poste. La fonction consulaire au consulat de Kyoto va disparaître. Alors, dans un pays comme le Japon, qui est très étiré, qui fait beaucoup de kilomètres, oui, ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent être dans des zones extrêmement retirées, pour qui il était assez facile, enfin moins difficile d'aller à Kyoto, vont maintenant devoir aller à Tokyo, beaucoup plus loin. C'est un souci, tout le monde en est conscient, au ministère des Affaires étrangères, moi j'ai été interpellée sur le sujet, j'ai bien conscience de cette difficulté, et le Japon est loin d'être le seul pays, beaucoup d'autres pays sont dans ce cas-là. Au Paraguay, on a carrément supprimé notre représentation consulaire, et maintenant ils doivent aller en Argentine, je crois, ils sont rattachés au consulat d'Argentine pour faire leurs documents, Paraguay-Argentine, vous voyez que c'est, ou Uruguay, l'un des deux, vous voyez que c'est compliqué. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il faut qu'ils aillent à Sydney, c'est pas simple. À Katmandou au Népal, il faut qu'ils aillent à Delhi, en Inde. Vous voyez que c'est pas forcément simple. C'est vrai que ça ne concerne pas beaucoup de Français, mais un Français, c'est déjà un Français. C'est pas une question de beaucoup ou pas beaucoup. C'est vraiment un problème de budget et d'argent pour nos consulats. Les consulats, bien conscients de ça, mettent en place ce qui s'appelle des tournées consulaires, alors selon les pays, c'est-à-dire qu'une tournée consulaire, qu'est-ce que c'est? C'est le consul ou un de ses employés qui part du poste consulaire principal le plus proche, qui est souvent la capitale, il part avec une boîte, une valise, plus exactement, qui lui permet de réaliser un certain nombre de demandes de documents, notamment de type passeport, en se déplaçant. Lorsque c'était une période d'élection, il pouvait également faire des procurations, par exemple. Donc, et puis, ça permet d'avoir un contact. Donc ça existe. Il y a un certain nombre de valises dans le monde, dans un certain nombre de représentations diplomatiques qui permettent d'assurer ces tournées consulaires. Ensuite, en fonction du temps disponible, il y a des pays dans lesquels la tournée consulaire, c'est 2 fois par an, et des pays dans lesquels c'est beaucoup plus fréquent. Ça va vraiment dépendre. C'est un outil utile. C'est un moindre mal, c'est pas mal. Sachez simplement, j'ai découvert, avec mes déplacements, j'ai découvert en partant à Bruxelles, je crois, ou à Abidjan, qu'il y a un bug informatique dans cette valise qui pose problème et que j'ai signalé et qu'on espère voir corrigé dans les semaines à venir. Franck signale qu'effectivement la valise ne permet pas de gérer l'urgence, c'est très juste, notamment quand on a perdu un passeport, avoir besoin d'un document d'urgence pour circuler, c'est absolument juste. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on en vient à aller au consulat de la capitale. Alors, que dire à ça? Moi, pour avoir travaillé sur le budget, je peux vous confirmer que c'est pas du tout une vue de l'esprit ou de la pingrerie de la part de notre administration que de réduire ça. C'est vrai qu'il n'y a plus de budget, c'est dramatique. Moi, je l'ai dénoncé en octobre dernier, lorsque j'étais rapporteur pour avis sur ce budget du ministère des Affaires étrangères. Je continuerai à le dénoncer. Nous sommes d'ailleurs un groupe de 3 députés à la Commission des Affaires étrangères à avoir directement interpellé récemment par courrier le ministre des Affaires étrangères sur la situation difficile de nos administrations à l'étranger.
J'essaye de me consoler, j'essaye de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, bien, c'est que nous avons encore des consulats dans chaque pays, que nous n'avons pas encore opté. Personne n'a eu encore l'idée de faire comme la Grande-Bretagne qui a 3 consulats au monde. Malaga en Espagne pour toute la partie Europe et Afrique, Bogota pour la partie Amérique Nord-Sud et puis Hong Kong pour toute la partie Asie-Océanie. Alors, ils ont peut-être des façons de faire leurs formalités un peu différentes, c'est possible, mais tout se fait ensuite par transport de courrier de type DHL, UPS, etc. Bon, nous n'en sommes pas là en France, c'est vraiment un vrai souci. Donc, Franck, effectivement, je vois le souci, c'est un vrai sujet, et en plus, quand on prend l'exemple du Népal, on a énormément de Français qui transitent par le Népal, c'est effectivement un vrai sujet, un vrai souci. Parce qu'on fait pas, quand on est parti prendre des vacances au Népal, on n'a pas forcément un budget qui a anticipé le fait qu'on aurait besoin de faire en plus un aller-retour Delhi qu'on ne peut pas faire puisque de toute façon il nous faut un passeport pour sortir du Népal. Donc on est dans une démarche. Donc, pour bien expliquer, vous imaginez, vous êtes français au Népal, touriste, vous perdez votre passeport au Népal et on vous dit ah, il faut attendre la tournée consulaire qui peut venir dans on ne sait pas combien de temps pour avoir un document d'urgence qui vous permet simplement de reprendre votre avion pour sortir du Népal et rentrer en France. Il ne s'agit que de ça. On lui dit, ah ben vous avez une solution. Il faudrait aller à Delhi en Inde. Ah ben oui, mais changement de pays. Pour sortir du Népal, j'ai plus mon passeport, je fais comment? Donc vous voyez qu'on est dans un système absurde auquel il faut effectivement trouver une solution. Franck, je crois que ça serait pertinent que je me renseigne sur la façon dont les Britanniques gèrent la situation, parce qu'eux aussi ont des touristes qui se baladent et eux aussi ont des touristes qui perdent leur passeport. Je ne pense pas que la perte du passeport soit une spécificité française. Donc je me renseignerai pour savoir comment eux, quel système ils ont mis en place pour répondre à ça. Alors, les démarches faites en ligne, au moins pour avoir un passeport d'urgence, on est toujours dans un sujet, mais vous voyez, on est dans une période de transition où dans les années qui viennent, on va avoir le moyen de s'identifier numériquement, comme je vous regarde là, de façon certaine. Et vous pourrez dire, ah oui, la personne que je vois en face de moi, je suis sûre que c'est Anne Genetet. C'est pas un faux, un usurpateur d'identité. C'est ça qu'il faut essayer de mettre en place et qui est en chemin. Mais on est dans une période de transition où on essaye de, nous, en tout cas du côté français, on réduit nos effectifs, on a moins d'entités consulaires et on n'a pas encore les outils pour pouvoir s'identifier de façon formelle et certaine numériquement. Alors je voulais quand même, par rapport aux démarches administratives, vous parler, je n'ai pas mon passeport sous la main, mais d'un outil qui va être mis en place l'année prochaine, en 2019, qui est formidable pour les Français à l'étranger, pour justement pouvoir s'identifier de manière certaine. On utilisera un smartphone, notre passeport, et en les mettant l'un contre l'autre, la puce de notre téléphone et la puce de notre passeport se reconnaîtront, et ça permettra d'affirmer de façon certaine l'identité de la personne, couplée à un outil dans le téléphone qui prendra un certain nombre de photos de nous, 3 photos normalement, sous différents angles, et entre les 3 photos, le téléphone et le passeport, on aura une reconnaissance d'identité parfaite, ce qui va être un outil fantastique de simplification des démarches, parce que là, on pourra commencer à mettre en place des procédures vraiment faites en ligne, sauf pour un point. Sauf il en reste un, qu'on peut pour le moment pas encore faire sur smartphone, mais j'ai l'intuition que ça viendra, ce sont les empreintes biométriques. Il faut encore déposer les empreintes biométriques, je vous le disais tout à l'heure, pour un passeport tous les 10 ans. On est obligé. Mais je suis confiante dans le développement de la technologie, je sais que cet outil nous permettra de prendre nos empreintes biométriques dans un avenir que je juge assez proche. Ensuite, vous voyez, quand on met au point un outil, il faut encore que nos administrations s'en emparent, sécurisent l'outil, puissent l'intégrer dans leur système pour qu'il devienne un outil sécurisé, utilisable par nos administrations. Alors, un autre point que je voulais aborder pour ce que font nos consulats. Après, je viendrai à ce qui se passe en France. Ce que font aussi nos consulats qui concerne certains d'entre vous. Alors, j'ai les chiffres précis du nombre de retraités que nous avons. Je ne peux pas parler que de ma 11e circonscription puisque je m'adresse à vous tous qui êtes dans le monde entier. Nous avons un certain nombre de retraités, je n'ai plus les chiffres en tête, je les retrouverai, je les ai sur mes documents. Donc de nombreux retraités avec, on va dire, 3 raisons pour lesquelles on prend sa retraite. Mais la raison, j'insiste beaucoup et c'est ce que je dis à chaque fois que je rencontre des interlocuteurs, notamment les caisses de retraite, les caisses d'assurance maladie.
La raison pour laquelle quelqu'un est parti prendre sa retraite à l'étranger, d'abord nous ne la connaissons pas et nous n'avons pas à la juger. Et c'est important, j'y tiens parce que à partir du moment où on ne la juge pas, on est capable de faire des efforts pour leur faciliter la vie. Et ça, j'y tiens parce que j'ai vu des attitudes qui relevaient plus du jugement, de l'intentionnalité du départ et que je trouve pas acceptable. 3 profils de départ, ce que j'appelle le rapprochement familial, c'est-à-dire un certain nombre de retraités qui, une fois leur période d'activité en France terminée, souhaitent se rapprocher de leur famille. Ça, c'est tout à fait possible et on va quelque part, on boucle la boucle, on retourne aux sources. C'est ce que j'appelle le rapprochement familial. Une deuxième cas de figure, le retraité qui part parce que sa retraite est faible et que dans un pays à moindre niveau de vie, il vivra plus décemment. Je mets simplement en garde, j'ai envie de mettre en garde là-dessus que les pays où on a un niveau de vie plus décent sont hélas un pays où le système de santé n'est pas forcément top. Donc il faut assumer et se dire que derrière, si j'ai des soucis de santé, ce qui, hélas, quand on vieillit est souvent le cas, voilà, on n'aura pas un système de prise en charge tant sur le plan technique que sur le plan administratif équivalent à ce que nous avons en France. Ça n'est juste pas possible. Et 3e cas de figure, des gens qui partent prendre leur retraite ailleurs pour des raisons fiscales, parce qu'ils souhaitent avoir une pression fiscale moindre. Voilà, donc 3 cas de figure. Ensuite, il y a plein de nuances dans tout ce que je vous explique. Mais voilà, grossièrement. Mais cette intentionnalité n'a encore une fois pas à être jugée. On part. On a une retraite de source française. C'est terminé. C'est tout. Et on doit faire ce qu'il faut. Alors, nos retraités ont donc à justifier de leur existence. J'étais encore hier en discussion avec un organisme que je vous incite tous à aller observer. Un organisme qui a été mis en place de mémoire en 2004. Il s'agit du GIP. Vous savez que la France adore les acronymes. Groupement, peu importe, GIP, je me fiche de ce que ça veut dire. GIP, Union Retraite. En gros, c'est un service public qui a pour mission, on va dire 2 missions principales qui nous intéressent tous. La première, c'est d'informer sur la retraite. Il est en lien avec un site qui s'appelle maretraite.fr. Il informe, il donne des informations et il envoie également des informations soit sur sa plateforme sur laquelle vous pouvez vous créer votre propre compte à partir de votre numéro INSEE, soit il vous envoie des courriers et à partir de l'âge de 35 ans, tous les 5 ans jusqu'à 55 ans, il vous envoie un courrier qui est un bilan de votre parcours professionnel pour voir où vous en êtes de vos droits à retraite. Alors, vous allez me dire, à quelle adresse me l'envoie-t-il ? Il l'envoie à la dernière adresse connue, à votre dernière caisse de retraite lorsque vous avez quitté la France. Du coup, là aussi, si pour certains d'entre vous, vous avez quitté la France il y a 15 ans et depuis vous avez fait 3 pays, le courrier n'arrivera jamais. Donc là aussi, je vous invite vraiment à vous connecter sur ce site, maretraite.fr, à vous créer un compte, à l'aide de votre numéro INSEE, si vous l'avez. Vous voyez combien c'est important ce numéro INSEE. Et vous voyez déjà que ceux qui n'ont pas démarré leur carrière en France, n'ont pas eu de numéro INSEE ou l'ont perdu et ne s'en rappellent pas, sont coincés. On ne peut du coup pas s'inscrire sur ce site. Et du coup, on ne peut pas mettre à jour son adresse si on avait laissé une dernière adresse à la dernière caisse de retraite. Donc, le GIP Union Retraite vous envoie ce courrier tous les 5 ans. Et à partir de l'âge de 55 ans, il vous envoie encore un acronyme, un EIG. Alors, État, je ne sais même plus ce que ça veut dire, EIG. Enfin bref, c'est pour vous faire le point sur les trimestres cotisés et sur ce à quoi vous pouvez prétendre au titre de la retraite. Parce que 55 ans, pour certains, l'âge de la retraite approche. Donc cet organisme est vraiment très important. Et cet organisme est également en charge, en amont de la réforme des retraites qui vise à unifier les 37 caisses de retraite différentes que nous avons, cet organisme est en charge de la simplification, de l'unification, de la mutualisation des procédures. Alors, ils ont vraiment de gros outils informatiques qui sont développés et concernant plus précisément les certificats d'existence. Ils sont allés interroger les différentes caisses de retraite. Ils sont en train de développer un outil informatique qui va rentrer en phase de test l'été prochain et qui va, je reprends les dates pour ne pas vous dire de sottises, en tout cas,
il va permettre, cet outil, il ne remet pas en question le certificat d'existence, il ne va pas changer la procédure. Mais à l'issue de ce que cet outil informatique va permettre, c'est que désormais, en allant sur une plateforme unique, vous pourrez vous retraiter, aller chercher votre formulaire à votre nom, avec il y a un petit code barre dans un coin qui vous identifie. Vous pourrez imprimer ce formulaire, vous pourrez aller le faire remplir par une autorité compétente et le retélécharger pour l'envoyer de façon numérisée. Donc vous voyez que déjà là, il y a encore une partie papier, mais au moins la partie transmission de l'information sera entièrement dématérialisée fin 2019. Et surtout, derrière, le GIP Union Retraite, de façon automatique, parce qu'il aura les données vous concernant, transmettra ce certificat à vos différentes caisses de retraite. Donc vous voyez que fin 2019, le certificat d'existence va enfin se simplifier, avec un élément sur lequel j'ai insisté, c'est que ce certificat soit, certes c'est un document A4, c'est une feuille A4 en français, mais j'ai demandé, en disant c'est pas compliqué, vous voyez que la personne habite au Japon, vous prenez un formulaire, vous le faites traduire une fois pour toutes et vous prenez le même formulaire et à côté de chaque case en français, vous sous-titrez en japonais. Comme ça, l'autorité japonaise peut comprendre ce qu'elle est en train de signer. Bon, ils m'ont expliqué qu'ils avaient déjà traduit de cette façon-là dans une petite dizaine de langues. Ensuite, ça serait implémenté au fur et à mesure. Bon. Mais j'insiste, je pousse, j'aurais dit, écoutez, c'est une traduction, c'est pas quelque chose de compliqué. Sur un document administratif, c'est simple. Vous le faites une fois et après, automatiquement, votre système doit pouvoir aller chercher le bon certificat dans la bonne langue. Ça sera donc un des certificats toujours bilingues, français et une langue tierce. Donc, il y aura une dizaine de langues dans un premier temps et j'espère qu'ils augmenteront le nombre de langues progressivement. Mais tout ceci n'apporte pas de solution à la période transitoire qui va de maintenant à fin 2019. Et ça, moi je veux qu'on arrive à trouver des solutions. Et là, je vous avoue que je suis vraiment face à des gens très charmants, très souriants, qui comprennent que c'est compliqué. Je leur donne des quantités d'exemples, vous m'en avez tous apporté, et je vous en remercie, de situations compliquées où la personne ne peut pas se déplacer pour aller faire signer ce certificat. Mais je suis face à des personnes qui n'ont pas du tout d'imagination, qui ne sont pas créatives. Et pendant ce temps-là, ça fait peser sur certains de nos consulats une charge de travail supplémentaire. Donc, en circulant, me déplaçant, j'ai pu avoir des exemples de solutions qui n'étaient pas idiotes. Je vais vous en donner une que j'ai trouvée assez pertinente. Lorsque la personne ne peut plus se déplacer, dans l'incapacité physique de se déplacer, elle fait établir par le médecin qui la suit, alors certes ça peut être dans une langue locale, un certificat qui explique que la personne ne peut pas se déplacer, et dans l'incapacité de se déplacer. Ce certificat, joint avec une copie de la pièce d'identité du retraité qui ne peut pas se déplacer, sont envoyés par un proche, par quelqu'un de son entourage, au consulat, le plus proche. Et que lorsque le consulat reçoit ces documents, en accord avec la personne qui a envoyé tous ces documents, établit alors ils font ça sur leur téléphone mobile parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire avec les outils informatiques du consulat, ils établissent un contact de type Skype, visuel, par un outil visuel. Et avec cet outil, cette communication qui est très courte, qui montre simplement que le retraité est là, bien vivant, bien existant, avec la copie de son passeport, on voit que c'est bien la même personne, qu'elle remue, qu'elle parle, etc. Le consulat a la preuve, et du coup, à ce moment-là, remplit le formulaire. Oui, j'ai oublié de vous dire, la personne proche envoie le certificat médical, la copie de la pièce d'identité et le fameux formulaire qui a été reçu ou par la poste ou qu'on a pu, pour certaines caisses, imprimer par Internet. Quand le consulat reçoit ces 3 documents, il convient d'un rendez-vous Skype, il établit le contact Skype qui dure quelques minutes, c'est très rapide, et il signe le document. Et le consulat, ça dépend des endroits, il y a des endroits où le consulat et des caisses pour lesquelles le consulat a le droit de renvoyer par email le certificat signé à la caisse de retraite concernée, et des endroits où il va le renvoyer par papier à la personne concernée qui fera le nécessaire. Mais il y a une solution simple qui permet de répondre à la situation particulière
et qui est sans autre solution, enfin on n'a pas d'autre solution, la personne qui ne peut pas se déplacer. Je pense aux personnes impotentes, aux personnes malades. Et quand l'avis de certificat arrive, vous savez tous que la caisse de retraite ne donne pas beaucoup de temps pour pouvoir répondre et réagir. Donc voilà une approche qui me paraît pas inintéressante. D'autres consulats proposent qu'il y ait un contact aussi avec une photo avec le journal du jour. Bon, moi je crois que le contact visuel par un outil de type Skype ou tout ce que vous voulez, FaceTime, me paraît une solution plus conforme à la réalité. C'est que à l'instant T, le consulat peut dire oui, j'ai vu que cette personne existait bien. Elle peut le dire à l'instant T. Ça me paraît très bien. Alors, ça c'était donc pour les certificats d'existence, mais sachez que dans le rapport, je serai extrêmement violente. Je les ai avertis d'ailleurs, hein. J'ai averti les caisses de retraite que je n'aurais pas d'autre choix que d'être violente dans mes mots, parce que je considère que ce qui est fait aujourd'hui pour les certificats d'existence, à travers les informations, les témoignages que vous m'avez soumis, sont du harcèlement et de la maltraitance administrative. C'est de la maltraitance sur personnes âgées. Ça n'a pas d'autre mot pour moi, et j'utiliserai des termes aussi forts que cela pour le dénoncer dans la mission. C'est bien qu'il y ait quelque chose fin 2019, je m'en réjouis, on ne peut tous que s'en réjouir. Mais on ne peut pas accepter que la période transitoire ne soit pas gérée autrement. Je viens de vous dire que fin 2019, la structure GIP Union Retraite va mettre en place un système de certificats dématérialisés. Ça veut donc dire que dès aujourd'hui, on pourrait le faire de dématérialisé. Les caisses de retraite ne se parlent pas entre elles. Au moins, elles pourraient le faire de façon dématérialisée. Il n'y a pas de raison d'exiger un courrier papier, surtout dans des pays où le courrier est difficile. Donc, je vais mettre face à face, côte à côte, cette incohérence entre une situation dans 1 an et demi qui a considéré que le courrier papier, c'était pas forcément la solution, et va tout faire de façon dématérialisée, et de l'autre côté, ceux qui nous disent « Ah, c'est pas possible, il faut que je le reçoive par papier ». Donc moi, je considère que la période transitoire doit anticiper ce qui va se passer fin 2019, et la période transitoire devrait dès maintenant prendre en compte la transmission dématérialisée de ces certificats. Il n'y aura ni plus ni moins de faux qu'avec un certificat papier. Que les caisses de retraite aient envie qu'on utilise leur formulaire avec leur code barre parce que ça leur facilite la vie, je l'entends. Mais qu'on puisse transmettre ce document rempli de façon dématérialisée, en tout cas, ce sera ma conclusion très forte dans le rapport. Parce que ça, on ne peut pas accepter de continuer ce système qui pénalise terriblement nos retraités. Sachez que, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas retraités, juste pour vous donner une idée, lorsque ce document n'est pas transmis dans les délais indiqués à la caisse de retraite prend la décision de couper la pension. Donc il n'y a pas de pension. Voilà. Donc c'est extrêmement choquant. Pension, là je parle donc du certificat d'existence à l'étranger. J'ai aussi identifié que la liquidation d'une retraite, c'est-à-dire le jour où on prend sa retraite et on veut mettre en route les différents systèmes de pension, lorsqu'on est à l'étranger, j'ai eu confirmation que le délai moyen est de 6 mois et que c'est pas forcément facile d'anticiper. Il apparaît difficile dans les conversations que j'ai eues de réduire ce délai de 6 mois. 6 mois, ça veut dire que c'est 6 mois sans revenu. Donc oui, ça s'anticipe entre le moment où on prend sa retraite et le moment où la première pension tombe. Donc c'est un vrai souci. Même chose, par l'intermédiaire de ce GIP Union Retraite, on devrait avoir la possibilité, si on a bien informé au fur et à mesure de notre parcours professionnel, ça permettrait de liquider sa retraite peut-être un peu plus rapidement. Et là, je voudrais juste signaler une chose, c'est que nous avons une petite quarantaine de pays dans le monde avec lesquels nous avons des conventions retraite, et pas seulement en Europe. Il est sûr que dans ces cas-là, ça va un petit peu plus vite. C'est pas terrible. Et dès qu'on est hors Union européenne et hors de ces 40 pays avec convention, c'est un peu plus long. C'est pour ça que dans les recommandations que je vais faire, je vais certainement aller vers la proposition d'un outil, d'une plateforme, de quelque chose qui nous permettra à nous, usagers, de mettre à jour au fur et à mesure notre parcours professionnel.
et dire, ben voilà, en 2002-2003, je travaillais en Argentine, en 2004, de 2004 à 2012, j'étais en France, depuis 2012, j'ai pas travaillé parce que j'ai pris une année sabbatique en 2012, en 2013, j'étais en Chine, etc. Et pouvoir informer au fur et à mesure. C'est très important. Alors, j'en ai parlé avec les caisses de retraite qui disaient oui, oh, vous savez, c'est pas la peine, ce qui se passe à l'étranger, on n'a pas forcément besoin. Je dis, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est important même pour nous, usagers. Vous savez, parfois, on sait qu'on a été en Argentine, mais alors la date précise, le début, la fin, puis le nom de l'employeur, on s'en rappelle plus bien. Donc moi, je voudrais pousser à ce qu'il y ait un outil sur lequel nous pourrions saisir au fur et à mesure, chaque fois que nous quittons un emploi, je vous en ai parlé la semaine dernière, le saisir, indiquer notre période de travail, le nom de l'employeur, c'est pas un outil pour nous fliquer, c'est un outil d'abord qui est à notre usage personnel et pour lequel nous pourrions choisir de donner l'accès ou non à un organisme de type GIP Union Retraite en disant écoutez, oui monsieur GIP Union Retraite, je vous donne l'autorisation pour consulter mon dossier et comme ça vous permettra de me dire, j'en profite monsieur GIP Union Retraite, dites-moi puisque j'y suis, après toutes ces années passées en Argentine, où en suis-je de ma retraite? Et je pense que ça permettrait de nous envoyer de traiter nos dossiers plus rapidement, de façon plus fluide. C'est extraordinaire, si vous voulez, beaucoup de responsables d'administration, et c'est à chaque fois les directeurs, les grands responsables que je rencontre, ils sont, on voit bien, dans un schéma, dans une procédure qu'ils maîtrisent parfaitement, qui petit à petit est devenu de plus en plus complexe parce qu'on leur a rajouté des éléments à droite à gauche pour rendre le truc un peu plus adapté à certaines situations particulières et du coup ça devient au bout d'un moment un truc super compliqué. Et puis, ils ne sont plus vraiment à même de pouvoir sortir, de dire bon ok, allez, je mets mon schéma de côté, qu'est-ce que je peux imaginer d'autre? Et là c'est extraordinaire de voir qu'ils ont un mal fou à essayer d'imaginer complètement autre chose. Donc quand on vient avec des idées un peu nouvelles à eux, je sens que ça les bouscule un petit peu. Alors je vous ai donc parlé de tout ce qui était relation avec nos consulats. J'ai commencé à aborder les relations avec des structures en France d'une façon générale. Le plus important, et là où j'ai pas eu de réponse claire jusqu'à présent, si vous avez des idées, venez à moi. J'ai besoin de faire comprendre à l'ensemble de nos services publics en France, tous ceux que j'ai pu citer tout à l'heure, je vous rappelle, la Poste, les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses de retraite, une préfecture, une mairie, un centre des impôts local, etc. Toutes ces structures devraient avoir une case étranger. Ça veut dire quoi une case étranger? Ça veut dire que sur leur formulaire en ligne, puisque j'espère bientôt tout sera dématérialisé, il puisse y avoir de quoi mettre une adresse à l'étranger, avec des codes postaux qui ne sont pas forcément à 6 chiffres, à 5 chiffres, vous voyez, ma langue fourche, avec la possibilité d'indiquer un pays, avec la possibilité d'indiquer un numéro de téléphone avec un code et un plus devant, un code pays et un plus devant le code pays. Tout ça, c'est sur le plan opérationnel. Maintenant, on ne peut pas demander à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ou de Brive, la Gaillarde, de tout comprendre de la convention de sécurité sociale entre le Québec et la France. Donc il faut que cette structure puisse avoir accès à une structure en France. J'en ai un petit peu parlé déjà la semaine dernière. Une structure en France qui puisse lui dire « Ah oui, moi je connais, structure publique, je connais cette convention, voilà comment vous devez traiter le problème. » Donc on a besoin d'une structure qui permettrait de fluidifier les procédures, tant pour nous usagers que de l'autre côté pour nos administrations. Donc tout ça, j'ai des idées en tête de structures pour pouvoir apporter des solutions. C'est amusant d'ailleurs de voir que l'une des idées que j'avais, c'était mais pourquoi pas créer un service public un peu, voilà, GIP Union Retraite. GIP Union Retraite, c'est une structure pour laquelle nous tous usagers, nous pouvons tous faire converger nos demandes d'information. Et derrière, que fait le GIP Union Retraite? Il redispatche sur les différentes caisses de retraite, il va chercher dans les différentes caisses l'information dont il a besoin pour nous la restituer. Donc on voit bien que le GIP, c'est une sorte de guichet unique qui permet d'avoir accès à l'information, une information précise. Eh bien, lorsque vous proposez une structure identique à un autre ministère, je pense aux affaires sociales, il va vous dire « Ah non, 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 non,
au lieu de parler de guichet unique, il va me dire, vous faites goulot d'étranglement. Vous me proposez une structure goulot d'étranglement qui ne sert à rien, parce que de l'autre côté, il y a toujours autant de structures. Bah oui, mais il y a autant de caisses primaires d'assurance maladie qu'il y a de départements en France, donc ça, j'y peux rien. Donc j'ai bien besoin, à un moment, de parler à chacune des caisses primaires d'assurance maladie. Donc vous voyez, c'est pour vous illustrer combien certains de nos responsables d'administration ont du mal à voir l'utilité d'un outil qu'on vient leur présenter, alors que cet outil peut exister pour une autre structure, mais pour eux, ah non, c'est pas possible. Donc voilà, le rapport aura aussi pour vocation de dire, bah si, alors j'ai compris aussi que il va falloir que j'utilise un vocabulaire subtil pour pouvoir les convaincre. Ça, c'est pas gagné. D'ailleurs, sachez que j'ai rencontré cette semaine les directeurs de cabinet des 3 ministères de tutelle, que sont les comptes publics, M. Darmanin, les affaires sociales et la solidarité, Mme Buzyn, et les affaires étrangères, M. Le Drian. Et nous avons déjà eu des échanges très intéressants sur certaines des pistes, des recommandations que je vais faire. J'ai senti une vraie écoute et je suis assez optimiste en tout cas sur la possibilité de les convaincre du bien fondé de ce que je propose. Sur d'autres sujets, c'est moins gagné. Donc j'ai encore 5 semaines pour arriver à les convaincre. Une petite précision également, j'en profite pour vous dire que le rendu du rapport est donc le 1er juin au Premier ministre. Néanmoins, il m'a été expliqué cette semaine que une fois qu'on rend le rapport au Premier ministre, il faut qu'il en prenne connaissance et donc la publication de mes recommandations ne pourra être faite que lorsque le Premier ministre en aura pris connaissance, semble-t-il, une quinzaine de jours après. Voilà, donc je ne pourrai pas rendre public le rapport tout de suite, je vous donnerai les grandes lignes, mais les détails, ça sera seulement quand, en gros, j'aurai l'aval du Premier ministre. Mais je n'oublierai pas, je me rappellerai à lui, je n'attendrai pas qu'il revienne vers moi pour publier mes conclusions. Donc, j'en étais à ces contacts avec nos administrations en France. Donc, tous vos témoignages qui peuvent illustrer les difficultés que vous avez eues de contact avec une administration française ou un opérateur d'État, ça va être la Poste, EDF, GDF, des structures comme ça. N'hésitez pas, je vous rappelle l'adresse, mission@annegenetet.fr. Et là, avec tous ces témoignages, je vais pouvoir encore une fois enrichir le rapport et donner des exemples très concrets. Parce que je le vois bien, hein, quand je parle à des administrations, ils me demandent des exemples, ou s'ils ne me les demandent pas, c'est moi qui les donne, et là je vois à chaque fois les billes comme ça. Oh, là, ils comprennent. Alors, je vois Franck qui parle des impôts. Effectivement, les impôts, un vrai sujet avec... nous, en tant qu'usagers à l'étranger, nous avons 2 structures avec lesquelles nous sommes amenés à interagir. Le centre des impôts des non-résidents à Noisy-le-Grand, d'un côté, et les trésoreries locales, lorsque nous avons un bien immobilier. La collection de l'impôt se fait, je rappelle, de 4 façons. Le centre, lorsque nous sommes à l'étranger, le centre des impôts des non-résidents, notre trésorerie locale, les notaires qui collectent aussi l'impôt lorsque nous avons des transactions soumises à impôt chez notaire, une succession, une donation, une cession immobilière, un achat, etc. Et puis les établissements financiers, les banques, qui prélèvent les impôts, notamment les prélèvements sociaux ou le prélèvement à la source sur nos valeurs mobilières, les titres, les actions, les dividendes que nous avons en banque. Voilà, donc ça, les 4 façons de percevoir l'impôt. Et nous, en tant qu'usagers, nous avons des relations principalement avec le centre des impôts des non-résidents ou les trésoreries locales. Le centre des impôts des non-résidents a de gros soucis de fonctionnement qui sont en cours de résolution, qui étaient liés au fait qu'ils avaient un manque énorme de personnel et de moyens. Tout ceci est en train de se résoudre et vraisemblablement, fin 2018, on retournera à un fonctionnement normal, c'est-à-dire que quand vous envoyez un email, vous avez une réponse, quand vous passez un coup de téléphone, vous avez une réponse. Je vais d'ailleurs oublier, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler des appels téléphoniques, je vais en parler après. Donc, ça va se mettre en place, c'est vraiment en cours, et d'ailleurs, dans mes voyages, dans mes déplacements, j'ai eu des échos très très différents,
avec des personnes qui, lorsqu'elles passent, envoient un email, ont une réponse tout de suite, et des personnes qui, avec un email envoyé la même période, ont une réponse très très longtemps après. Donc on voit qu'il y a des choses qui s'améliorent, mais ce n'est pas encore complètement fait. Alors, pour la dématérialisation des documents impôts, qui est demandé, attendez, je prends connaissance des informations pour les impôts. Alors, Franck, oui, c'est dématérialisé avec un problème qui va être mis en exergue et auquel on va forcément trouver une solution. Les impôts, c'est dématérialisé. Il n'y a plus besoin de papier, d'ailleurs c'est fait. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité qu'on peut cocher. Et nous, à l'étranger, on comprend bien que c'est beaucoup plus facile. En revanche, lorsque on n'était pas du tout contribuable français, qu'on n'avait aucun échange, par exemple, on est parti de France, on n'avait plus du tout de revenus en France de source française, donc on n'avait plus aucun revenu à déclarer, on a arrêté de déclarer. Au bout d'un certain temps, notre compte disparaît. Les impôts font disparaître notre compte, ils l'archivent, si vous voulez. Et du coup, si la vie change et quelques années après, vous vous retrouvez à nouveau avec des revenus de source française, la première fois que vous devez déclarer des revenus, vous n'avez pas accès à votre numéro fiscal. Vous ne l'avez pas. Le système, le problème a été clairement identifié. Et aujourd'hui, il faut faire une première déclaration papier, l'envoyer par papier, pour pouvoir après récupérer un numéro fiscal. Mais là, je vous renvoie à l'outil que je vous ai donné tout à l'heure. Et là, les impôts, il n'y a aucun problème, ils l'acceptent. Vous utilisez la poste par Internet. Vous téléchargez votre déclaration de revenus sur Internet, vous l'imprimez, vous la remplissez à la main, vous scannez ce que vous avez fait et vous allez envoyer à votre centre des impôts, mais par le service de la Poste dont je parlais au tout début de ce live, qui vous permet d'envoyer, alors en recommandé ou en lettre simple, les deux sont possibles. Hein. Les impôts, c'est pas forcément en recommandé. Si vous voulez avoir une trace, faites-le en recommandé. Et là, vous sortez du problème de transmission du courrier dans le pays où vous résidez. Donc ça, c'est vraiment un outil intéressant. Et une fois que vous aurez fait une première déclaration de revenus, avec votre premier avis d'imposition, qui sera en revanche, oui, envoyé de façon papier. C'est là qu'il faut, je vais le noter, voir si cette première déclaration ne pourrait pas être envoyée à une adresse email que vous auriez indiquée. Excusez-moi, j'écris l'idée que vous m'avez donnée là. Alors, transmettre le premier avis d'imposition par email. Voilà, ça c'est une très bonne remarque, Franck, en discutant, je pense important de souligner ça parce que ça résoudrait le problème. Et puis ensuite, une fois qu'on a l'avis d'imposition, on aura le numéro fiscal et les années suivantes, tout se fera sur notre session Internet. Néanmoins, avec les trésoreries locales et le paiement d'une taxe locale de type habitation ou foncière, le lien avec notre compte au centre des impôts des non-résidents n'est pas toujours facile. Donc, ça sera important, là aussi, de trouver une solution pour essayer de lier plus facilement nos impôts locaux à notre compte au centre des impôts des non-résidents. D'une façon générale, on voit que lorsqu'on est résident à l'étranger, mais c'est vrai pour un ressortissant français, hein, en métropole, avoir une centralisation de nos données fiscales, ça facilite quand même énormément les choses. Alors, je reprends les questions qui m'ont été soumises, il me reste 6 minutes pour y répondre. Alors, Anne-Marie qui signale la reconstitution de carrière alors, elle parle d'un site qui s'appelle l'assurance-retraite.fr. Moi, je vous ai parlé de maretraite.fr. C'est peut-être le même site ou la même plateforme. Et ça, effectivement, c'est bien et c'est utile. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ensuite, alors, le délai de remboursement de la retenue à la source. Alors, Bernard qui signale ça, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui parce que je suis en train de discuter avec le ministère concerné, mais je pense vraiment, pour le moins, faire des recommandations assez fortes sur ce sujet-là. Et j'ai même espoir que certaines de mes recommandations soient retenues. Alors, sachez que toutes les recommandations au plan fiscal que je vais faire dans ce rapport seront intégrées au projet de loi de finances de l'automne prochain. Pour une mise en application, ça sera forcément
pour une mise en application 2020. Parce que ce qui va être mis en œuvre au 1er janvier 2019, c'est ce qui a été voté à l'automne 2017. Il y a forcément, si vous voulez, quand on prend une décision à l'automne 2017, le temps de mettre en place les outils, on prend toute l'année suivante, 2018, pour mettre en place les outils. Je pense par exemple au prélèvement à la source, pour ceux qui sont en France. Et c'est donc pour ça que le prélèvement à la source sera mis en place au 1er janvier 2019. Vous voyez, automne 2017, on vote la loi, on définit le principe. Tout 2018, on met en place les outils. Et donc c'est opérationnel, 1er janvier 2019. Pour tout ce que je vais recommander là, ça sera le même mécanisme. Loi qui définit le concept à l'automne 2018. 2019, on met en place les outils. 1er janvier 2020, ça sera mis en œuvre et implémenté. Donc voilà, donc ça c'est important, mais je reste vigilante et vous pouvez compter sur moi. Mes recommandations, je vais les pousser après, parce que j'ai bien compris que je rends mon rapport et après il va falloir régulièrement prendre des rendez-vous avec les différents cabinets pour les rappeler, nous rappeler à leurs bons souvenirs. J'espère que leurs souvenirs seront bons, d'ailleurs en ce qui me concerne, qu'ils auront envie de continuer. Alors, Sylvain qui me pose la question suivante. Transformation des retraites par la possibilité d'appartenir au régime français. Achèterise des retraites ne donne pas du système local. Alors, Sylvain, transformation des retraites pour avoir la possibilité d'appartenir au régime français. À ma connaissance, Sylvain, le seul moyen aujourd'hui, c'est effectivement d'acheter des trimestres. Il n'y a pas d'autres solutions possibles. Je vous encourage à... Envoyez-moi, si vous avez une idée très précise, un mécanisme très précis en tête, n'hésitez pas Sylvain, envoyez-moi un email, mission@annejeunté.fr. Moi je prends toutes les recommandations, toutes les idées. Encore une fois, si certains d'entre vous ont réfléchi à un sujet en idée précise, allez-y, ça ne pourra qu'enrichir mon rapport. Alors, bonne remarque. Frédéric qui fait la remarque suivante sur je reviens au certificat d'existence. Mais oui Frédéric, c'est fou. On a un certificat traduit dans une langue locale. C'est pour ça Frédéric que ce que je voulais proposer tout à l'heure, et c'est ce que le GIP Union Retraite est en train de mettre en place, c'est un formulaire qui sera bilingue. Il sera français et la langue du pays. Comme ça, ça permettra, la caisse ne pourra pas le refuser puisqu'il sera aussi en français. Alors, pour la petite histoire, il m'a été fait la remarque suivante. Ah oui, mais il faut quand même vérifier que la traduction dans la langue en question tient dans les mêmes cases que le texte origine en français. Oh, je vais écouter. Si c'est le japonais, vous inquiétez pas, ça sera forcément plus court. Donc, voilà. Mais c'est des remarques que je ne peux pas accepter. Ça démontre l'absence d'envie de faire changer le système. Donc, voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, en tout cas, avec un certificat bilingue, avec le français et l'autre, la caisse ne peut pas le refuser. C'est pas possible. Parce que la mauvaise foi va jusqu'au fait qu'on me dit « Ah, mais il n'y a aucun problème, nos retraités peuvent aussi aller faire remplir. » Vous savez, il y a des pays, ils n'acceptent pas notre papier, ils ont leur formulaire à eux. Alors, je dis « Écoutez, ça, leur formulaire à eux, c'est possible. Enfin, si c'est écrit en hindi, je peux vous dire tout de suite, la caisse de retraite le refusera. C'est normal, elle ne sait pas ce qui est écrit dessus. » Donc, ah oui, mais je vous assure, non, ils l'acceptent. Je lui dis « Écoutez, non, ne me dites pas ça, c'est pas vrai. » J'ai plein de témoignages qui me disent que c'est pas vrai. Puis c'est du bon sens, c'est logique. On ne peut pas demander à la caisse de retraite X d'accepter un certificat entièrement rédigé en laotien. Hein, elle ne sait pas ce qui est écrit dessus. Ça pourrait être aussi un prospectus de supermarché. Donc ça ne marche pas. Donc vous voyez que la mauvaise foi et l'envie de ne pas avancer est vraiment très forte, très présente. Donc c'est contre tout ça que j'essaye de me battre. Alors... on me pose la question de savoir, alors ça on n'est pas sur la simplification administrative, je vais essayer de rester sur la simplification. Alors, Marc qui propose que je puisse faire un point, alors c'était la protection sociale de la semaine dernière. Alors Marc, en fait oui, il y a tellement le lien entre la protection sociale à l'étranger, qu'elle soit CFE, pas CFE, et la PUMA en France. On est à la frontière entre la protection sociale et la simplification. Effectivement, toutes les recommandations que je vais faire vont concerner je dirais pas des niches, mais enfin des cas assez particuliers. Et ça va me conduire à faire effectivement une fiche de synthèse qui reprenne tous les cas un par un pour voir comment on peut les simplifier. Donc, c'est comme ça qu'en tout cas je vais présenter le rapport. Parce que on est à la frontière entre simplifier les démarches et
la protection sociale, que peut-on proposer de plus ou de mieux. Donc voilà, donc effectivement je ferai quelque chose. Alors, concernant une simplification qui m'est demandée sur le permis de conduire, l'amendement que j'avais fait passer, il a dû passer normalement en lecture au Sénat. Je ne l'ai pas vu, s'il a été voté de façon identique au Sénat, ça devrait être bon. Frédéric, je me renseigne pour savoir où on en est sur l'amendement permis de conduire. Alors, où en est-on? Je le note. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas de quoi nous parlons ici, à l'automne dernier, j'ai fait passer un amendement en vote à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi sur la société de confiance entre les citoyens et nous, entre les citoyens et les administrations, pardon. C'était la possibilité, lorsqu'on est à l'étranger, de demander un duplicata du permis de conduire en France en fournissant comme justificatif de domicile une attestation de résidence délivrée par notre consulat. Et donc ça a été voté, c'est parti au Sénat, et maintenant je voudrais savoir où on en est, je me renseignerai pour savoir où nous en sommes, parce que ça va tous nous faciliter la vie. D'une façon générale, je vais devoir m'arrêter ici, mais d'une façon générale, le principe du « dites-le nous une fois » également, c'est un point, dites-le nous une fois, c'est je transmets un document à une administration, je vous mettrai dans le rapport l'article de loi qui est le dites-le nous une fois, vous transmettez un document, je ne sais pas quoi, une pièce d'identité pour un dossier particulier. Toute administration, vous transmettez à l'administration A, toute administration qui partage un système d'information avec cette administration A aura donc les moyens d'accéder à votre document que vous avez fourni et ne doit pas vous le redemander. Vous l'avez dit une fois à l'administration A, toutes celles qui travaillent avec A, de fait, par défaut, considèrent qu'elles ont eu votre document et qu'elles n'ont pas à vous le demander. Pourquoi ça ne marche pas pour les caisses de retraite? Parce que les caisses de retraite ne partagent pas un même outil d'information. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le dire à une caisse A et que toutes les autres se servent de ce que vous avez dit à A aujourd'hui. Et c'est ce à quoi va remédier le GIP Union Retraite fin 2019. C'est loin, je le sais. D'ici là, toutes les idées que nous pourrons avoir, et vous et moi, pour gérer la période de transition, sont les bienvenues. Il est pour moi 10h33, je ne sais pas pour vous l'heure qu'il est dans vos différents pays, mais voici que s'achève notre live consacré à la simplification. Et la semaine prochaine sera le dernier live de cette série de 4 qui sera consacré au retour en France et aux démarches de retour en France. Je vous encourage, si autour de vous, si vous n'êtes pas concerné, mais qu'autour de vous, vous avez des personnes concernées par le sujet qui sont déjà en France, qui ne sont plus à l'étranger, elles sont les bienvenues dans ce live, vraiment bienvenues, qu'elles viennent nous apporter leur témoignage. La semaine prochaine, ce sera également en direct de Paris qu'aura lieu ce live sur une heure française. Alors pour pouvoir être accessible, me rendre accessible à tous, je ne suis pas sûre de le faire le matin à Paris, pour pouvoir m'adresser également à d'autres régions du monde qui, à l'heure où nous parlons, sont pour le moment en train de dormir. Enfin, je leur souhaite. Je vous souhaite à tous un très beau week-end, une très bonne semaine, et pour ceux que le retour en France intéresse, rendez-vous samedi prochain pour le live consacré au retour en France. Merci à tous et continuez à enrichir ce rapport avec vos questions sur l'adresse internet qui est affichée là. À très bientôt. Bonne semaine et bon week-end. Au revoir.